Donc le décès donc du député Olivier Barlès. Alors oui, Dieudonné, qu'est-ce que t'as pu te foutre que... il se trouve que c'était mon voisin. Et il est décédé dans des circonstances donc étonnantes. Il se serait pendu. Et aucun de ses interlocuteurs ne croyait à l'hypothèse du suicide. Aucun. Et quelque chose qui m'a fait rire, ou qui me fait rire, c'est qu'on voit un peu partout. Comme par hasard, sont morts tous deux dans des suicides et il n'y a rien à redire, circuler. Et ça n'émet pas la presse. On ne fait pas des chroniques de 9 minutes, de 10 minutes, de je sais pas quoi, comme on est en train de voir partout. Bienvenue dans Vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec Elena Voloshin. Bonjour Elena. Bonjour Stéphanie. Lundi, le corps du ministre des Transports russe, Roman Starovoyt, a été retrouvé dans sa voiture dans la région de Moscou avec une balle dans la tête. Le bureau d'enquête russe a privilégié la thèse du suicide. Les analystes russes indépendants spéculent sur cette mort entourée de mystères. Oui, alors le fait est que le matin même du jour où son corps a été retrouvé, Vladimir Poutine a émis un décret qui le démettait de ses fonctions. Le même jour aussi, un autre haut fonctionnaire du ministère des Transports, il meurt subitement dans ses bureaux, prétendument, apparemment, en tout cas foudroyé par une crise cardiaque. Alors, pour ce qui est du ministre, Roman Starovoyt, la rumeur dit qu'il était sur le point d'être accusé de détournement de fonds alloués à l'installation de dents de dragons anti-chars dans la région de Koursk, au sud de la Russie. C'est à la frontière avec l'Ukraine. Alors, vous savez, ce sont donc ces fortifications que l'armée érige pour empêcher les troupes ennemies d'avancer. Et justement, ces constructions, elles n'ont pas vu le jour malgré les fonds alloués, et l'armée ukrainienne, on s'en souvient, a envahi la région de Koursk pendant de nombreux mois à partir de l'été 2014. Alors le successeur de Roman Starovoyt au poste de gouverneur de cette région, il s'appelle Alexei Smirnov, il est entré en fonction lorsque Starovoyt a pris, lui, le ministère des Transports. Eh bien, lui, il a été arrêté, il est en détention, il est accusé d'avoir détourné 1 milliard de roubles sur ce budget précisément, et selon certaines sources citées par les médias russes, eh bien, il aurait témoigné à charge contre Starovoyt. Alors le jour où le corps du ministre, donc c'était lundi dernier, est retrouvé dans sa voiture, le comité d'enquête russe publie un communiqué laconique repris par les chaînes de télévision russes comme la chaîne NTV. Regardez. Le comité d'enquête a annoncé la mort de l'ex-ministre des Transports, Roman Starovoyt. Selon la porte-parole du comité, Svetlana Petrenko, le corps a été retrouvé en banlieue de Moscou et comportait une blessure par balle. Les enquêteurs travaillent sur place et tentent de faire toute la lumière sur cette affaire. La thèse principale est celle du suicide. Et depuis ce communiqué, plus rien, quasiment, dans les médias autorisés par le Kremlin à diffuser en Russie. Oui, silence radio. Le jour même, Vladimir Poutine reçoit dans son bureau le successeur de Starovoyt pour un entretien filmé, et le président russe n'a pas non plus dit un seul mot sur la mort de son ex-ministre. Regardez. Хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед по вашей карьерной лестнице и поработать. Je voudrais vous proposer de faire un pas de plus dans votre carrière et de travailler comme ministre des Transports par intérim de la Fédération de Russie. Le chef du gouvernement a une très haute opinion de vos qualités personnelles et professionnelles et des résultats que vous obtenez en des temps records. J'ai l'intention de présenter votre candidature devant la Douma, et si les députés la soutiennent, je signerai à mon tour le décret final pour vous nommer à la tête de ce ministère si important dans le système des organes exécutifs. Et le porte-parole de Poutine, Dmitry Peskov, s'est tout juste dit choqué par cette nouvelle, mais pas habilité à la commenter davantage. Du côté des médias d'opposition russes en exil, en revanche, la polémique bat son plein. Oui, Starovoyt, c'est-il vraiment... Voilà. Alors, moi, c'est ce que je voulais vous présenter. Je voulais vous présenter ce fait, parce que ici, vous voyez comment on en fait un JT, une information importante en Occident et particulièrement en France. On va avoir 2 personnalités importantes français qui sont morts, et dites-moi maintenant si eux ont fait l'objet de enquêtes ou de choses différentes de ce qui a été fait en Russie. Éric Dessonné,
cet homme était en train de dénoncer la politique de Macron, la vérité sur l'OTAN, le fait que l'OTAN n'était pas en mesure de lutter contre la Russie, et il a été retrouvé mort. Comme par hasard, il s'est suicidé. Quand c'est des suicides en Europe, ça pose problème à personne. Et par contre, quand c'est des suicides à Moscou, là, par contre, là, on a affaire à des machinations, à quelque chose. Et donc, je voudrais bien qu'on écoute quelque part où on décrit si les gens considèrent que la mort d'Éric de Séné est quelque chose de naturel ou pas. Eh bien, Éric Dénessé était un grand expert en géopolitique et renseignement. Il venait lui-même du monde du renseignement et il avait conservé un très vaste réseau dans ce monde du renseignement, ce qui nourrissait la qualité de ses informations. Et il avait un esprit d'analyse extrêmement aigu qui lui permettait le monsieur, il n'a pas d'énergie. Fond des problèmes avec une grande clarté. Et le mot clarté s'imposait quand on l'écoutait. Ses analyses géopolitiques étaient toujours claires, limpides, et portant le sceau d'une très grande honnêteté intellectuelle. Et je l'avais rencontré en 2012, si mes souvenirs sont bons. Il m'avait proposé de participer à un ouvrage collectif sur les révolutions arabes dont il était le maître d'œuvre. Donc j'avais volontiers accepté et j'avais écrit un chapitre, etc. Travailler avec lui était extrêmement agréable. C'était un caractère extrêmement sympathique et tout le monde a été en état de choc en apprenant sa mort. Je l'ai apprise moi-même hier vers la fin de l'après-midi par un ami commun lié au renseignement qui m'a annoncé cette mort. Il l'avait apprise lui-même à 5 heures du matin. Les informations qu'il m'avait communiquées étaient, alors tout ça reste à vérifier peut-être, mais était que on l'avait retrouvé mort dans sa voiture au bord d'une route dans la région où il résidait dans les Alpes. Et il y avait à ses côtés l'arme de chasse, il l'avait tué. Ça pouvait ressembler à un suicide, mais ce même ami m'a précisé que toute la journée qui venait de s'écouler, il avait eu au téléphone de nombreux amis d'Éric Dénessé, des amis donc appartenant quasiment tous, plus ou moins au monde du renseignement, et aucun de ces interlocuteurs ne croyait à l'hypothèse du suicide. Aucun. Alors effectivement, chacun de dire qu'il était en pleine forme physique, et c'est vrai, Éric faisait tous les jours pratiquement une séance de sport. Il était né en 1963, donc voilà, il avait 62. Donc, il y a premièrement Éric de Séné. Et ensuite, ce monsieur, Olivier Marleix. Olivier Marleix, grand opposant de Macron, qui a toujours essayé de dénoncer la vente des Laurent, enfin la vente des grandes firmes industrielles françaises par Macron depuis qu'il est devenu ministre de l'économie, depuis qu'il est rentré à Bercy. Macron a contribué à vendre plusieurs Laurent de l'industrie française et même que Alstom, il a racheté maintenant sans racheter la licence qui est restée américaine. Donc ça veut dire que ce que les Américains font aujourd'hui sur le Patriot, ce qui veut dire que quand tu leur achètes le Patriot, c'est eux qui décident si tu peux le donner à quelqu'un ou pas. C'est maintenant le cas de Alstom français. Les turbines ou je ne sais pas qui produisaient là, ils le produisent sous licence américaine. Quand ça a été vendu, on ne sait pas pourquoi ça a été vendu. Ça a été vendu à vil prix. Ça a été racheté plus cher que ça ne l'était. Et en plus, ça a été racheté sans licence.
Et parmi les donateurs de Macron, il a surgi pour devenir président de la République, il y avait les gens qui ont participé à l'achat d'Alstom qui l'ont financé, comme par hasard. Et ce monsieur, il était en train de dénoncer ça. Et il voulait écrire un livre. Et au moment où il annonce qu'il va écrire un livre, patatrac, voilà. Aujourd'hui, on leur rend hommage, il est parti. Écoutez. Dans cette épreuve, mes chers collègues, la séance est ouverte. Hier après-midi, notre Assemblée nationale s'est glacée de stupeur et de douleur lorsque nous avons appris la tragique disparition de notre collègue Olivier Marleix. Il était à la fois un technicien rigoureux et méticuleux, un orateur pugnace et précis, un défenseur de nos institutions et un fidèle serviteur de l'intérêt général. Derrière le député engagé et investi, il y avait également l'homme, unanimement apprécié. Les hommages d'hier en témoignent. Il venait de tous les bancs de cet hémicycle, démontrant ainsi qu'au-delà de nos différences politiques, souvent radicales, nous appartenons à une seule et même grande famille. Olivier Marleix a été le président de notre groupe. La semaine dernière, il était encore là, assis à sa place parmi nous. Aujourd'hui, son siège est vide. Il est parti et il laisse derrière lui, pour chacun d'entre nous, une infinie tristesse. Dans cette épreuve, nos cœurs et nos pensées se tournent vers ses proches, sa famille, tous ceux et celles qu'il aimait, et ses 2 filles. Ok, bon, là, c'était l'Assemblée nationale, et ici, il y a quelqu'un qui dit quelques mots. Je ne connaissais même pas cette chaîne, c'est en tapant Olivier Marleix que j'ai appris ça. Il y a même Dieudonné qui a dit quelques mots. Attends, c'est peut-être plus intéressant d'écouter Dieudonné parler du monsieur. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous et avec votre esprit. Les temps sont durs, il y a des tensions énormes. Et alors s'ajoute, après les canicules, après les incendies, donc le décès donc du député Olivier Marleix. Alors oui, Dieudonné, qu'est-ce que t'as peu de foutre que... il se trouve que c'était mon voisin. Je suis à Bitanet, petite commune limitrophe, on va dire, et que nous nous croisions régulièrement avec ce député Olivier Marleix. Et donc, il y a la rumeur gonfle, évidemment, elle enfle. Aujourd'hui, là, tout le monde parle que de ça à Annette. Et il est décédé dans des circonstances donc étonnantes. Il se serait pendu à son domicile. C'est très brutal et ça donne lieu à tout un tas de spéculations et de rumeurs, toutes plus folles les unes que les autres. Alors, moi, encore une fois, je suis une personne que je trouvais assez sympathique, car il avait l'air d'être particulièrement apprécié des gens dans la région. Et il n'avait pas de comportement suicidaire. En tout cas, personne ne l'a remarqué. En même temps, on peut pas savoir si quelqu'un est suicidaire avant. On peut avoir des signes avant-coureurs, particulièrement chez les femmes, mais chez les hommes, la plupart du temps, un homme ne te dira pas s'il va se suicider ou non. Mais c'est ce que je veux dire, c'est ce que je voulais montrer. C'est pourquoi j'ai commencé par montrer le traitement du cas russe, et ensuite le traitement de 2 cas français de morts suspects, de personnes qui étaient en parfaite santé et qui, contrairement au cas russe, où il y avait des soupçons qu'il avait volé, connaissant la Russie, connaissant l'humiliation, où on peut, même si on a je ne sais quel préjugé sur Poutine, on peut savoir que voilà, c'est une société qui n'est pas du tout une société occidentale de mollasson, quoi que ce soit. L'honneur est important, l'intégrité, peut-être pas l'intégrité, mais en tout cas l'honneur, la réputation est important. Et ce monsieur était sur le point de tomber. Donc, on peut accepter plus facilement que dans le cas du ministre russe, même si c'est malheureux, qui s'est suicidé. Mais ici en France, nous avons des gens en parfaite santé, dans la parole, dans les enquêtes, dans les opinions, dans les analyses, mettez à mal le président, l'OTAN, l'Occident, la bien-pensance, qui, comme par hasard, sont morts, tous 2 dans des suicides, et il n'y a rien à redire, circuler. Et ça n'émet pas la presse, on ne fait pas des chroniques de 9 minutes, de 10 minutes, de je sais pas quoi, comme on est en train de voir partout. C'est juste ça que moi je tenais à vous souligner, pour vous montrer l'instrumentalisation de l'information et à quel point ces gens-là ne ratent pas une occasion
de jeter l'opprobre sur la Russie. Et quand on fait pareil que eux ailleurs, bien évidemment, c'est des fake news, c'est de la manipulation, c'est de la propagande. Je vous disais encore la nouvelle que la femme de Macron a perdu le procès. Ça ne fait pas l'objet d'une grande couverture médiatique. Même la mort d'Olivier Marleix, ça ne fait pas l'objet d'une grande couverture médiatique. Il n'y a pas d'enquête. Et de toute manière, si tu vas enquêter comment, où, puisque les autorités soi-disant légitimes ont conclu dans les deux cas à des suicides, on privilégie la thèse du suicide. Où vas-tu trouver des éléments pour dire le contraire? Mais dans les cas de Russes ou de la Russie, par contre, que l'on constate que les éléments qui pourraient attester d'un suicide sont là, c'est pas suffisant. Il faut qu'on jette l'opprobre sur la Russie. C'est juste ça que je voulais souligner. Je voulais souligner et je voulais montrer cette différence de traitement voulue. Et dites-vous que si ils font ça là, avec tous les réseaux sociaux, toutes les possibilités d'avoir des opinions divergentes ou quoi que ce soit, ils sont capables de maintenir leur narrative. Qu'est-ce que ça devait être avant? Ce qui se passe aujourd'hui ne doit pas être seulement vu par rapport à aujourd'hui, ça doit être vu en perspective de ce qui s'est passé avant. Quand on voit comment ils traitent l'information, comment eux-mêmes s'arrangent avec l'information, qu'est-ce que c'était la valeur de l'information avant? Et donc, j'en ai fini avec ça. Excellent week-end à vous tous. Peace out.